ronde, puisque cette matinée va se dérouler avec 3 tables rondes et à l'issue de chaque table ronde, nous garderons toujours un temps pour que vous puissiez, vous qui êtes dans la salle, poser les questions que vous souhaitez. La première table ronde que nous allons faire pose une question: quelles sont les solutions numériques pour améliorer la prise en soin des patients? Et on va, au cours de cette table ronde en particulier, regarder 2 ou 3 outils numériques. Et je vais appeler tout de suite les personnes qui participent à cette première table ronde, à commencer par Virginie Vépierre. Virginie Vépierre, vous allez me rejoindre, vous venez juste à côté de moi. Alors Virginie Vépierre, qui a le petit oiseau qui chante, là, ça c'est Joey. Elle est maman de 3 enfants asthmatiques, dont un qui utilise justement cette thérapie digitale Joey depuis qu'elle a 2 ans. Claire Portefait est directrice des activités prescription digitale et excellence commerciale chez Viatrice. Ensuite, Jérôme Bourreau est président d'Anamnèse. Anamnèse, c'est une entreprise qui développe des solutions digitales à destination des patients et des professionnels. Et puis, si j'ose dire, de l'autre côté de l'écran, nous allons avoir Florie Filleul, qui est coordinatrice de la stratégie d'accélération innovation en prévention à l'agence Innovation en santé. Le docteur Yann Maël Ledouarin, qui est chef du département santé et transformation numérique et qui est conseiller médical de la direction générale de l'offre de soins. Et enfin, Corinne Collignon, qui est responsable de la mission numérique en santé à la HAS. C'est, pour dire très simplement, ce qu'est cette mission numérique en santé à la Haute Autorité de Santé. C'est un service transversal en charge de l'évaluation et du bon usage du numérique. Alors, pour débuter, on va donc parler de cet exemple d'un dispositif médical à destination des enfants qui souffrent d'asthme. Virginie Vépierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette thérapie avec ce petit personnage qui s'appelle Joey, qui a été développé par la société Ludocare? Ça marche tout seul, il n'y a pas besoin d'appuyer. Bonjour. Donc, ce petit robot, c'est en fait un robot interactif qui permet à l'enfant, aux enfants, de les accompagner en fait au quotidien pour prendre les médicaments, mais aussi pour les suivis tels que le peak flow, donc c'est-à-dire le débit de pointe ou le lavage de nez ou encore la prise de poids. Donc en fait, il accompagne l'enfant en images et avec le son. Il est vraiment interactif et ludique parce que il explique de A à Z comment prendre les médicaments. Donc en fait, sur chaque boîte de médicaments, on a un petit QR code, on a juste un petit paramétrage à faire au début pour que le robot sache quel médicament l'enfant doit prendre. Il sonne quotidiennement à l'horaire qu'on choisit, enfin aux horaires qu'on choisit, puisque généralement il y a plusieurs horaires dans la journée pour les prises de médicaments. Et il accompagne en expliquant verbalement et en images comment prendre les traitements, y compris par exemple les aérosols, notamment où on va avoir tout un montage à faire avant de pouvoir faire les nébulisations. Donc là, ça permet vraiment à l'enfant et accessoirement aux parents de bien faire le montage, de bien prendre le médicament, de bien faire chaque geste en fait, et de ne pas oublier. Et on peut en fait aussi à l'intérieur paramétrer tous les rendez-vous. Enfin, un rendez-vous suivi kiné, par exemple. Donc là, il va envoyer une notification parce que c'est directement connecté à une application sur le téléphone. Donc on a des notifications à chaque fois pour les rendez-vous et quelques minutes avant les horaires de prise de rendez-vous aussi. Alors, vous avez parlé du téléphone portable parce que Joey, c'est la partie, disons, qui est utilisée par l'enfant. Voilà. Mais vous, derrière, sur votre portable, vous avez toutes les informations qui sont émises par Joey. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, ma petite fille a bien fait son traitement à l'heure qui était Voilà. prévue. Donc elle a bien fait son traitement. Donc évidemment, quand ils sont tout petits, on supervise derrière, on est présent. Mais très très rapidement, ils sont complètement autonomes. Donc nous, on a quand même les notifications et on a tout un suivi sur l'application. D'ailleurs, entre parenthèses, ce serait formidable si le médecin pouvait avoir aussi accès à ce suivi-là, parce qu'on a le suivi sur l'observance du traitement, mais aussi le suivi des données en fait, telles que les peak flow ou les prises de poids, voilà, les autres suivis finalement qui ne sont pas médicamenteux, mais qui sont indispensables pour éviter les exacerbations finalement. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour votre petite fille? Je le rappelle, elle a 9 ans aujourd'hui. Elle l'utilise depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans, ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour elle? Alors, elle a été très très rapidement autonome pour prendre ses médicaments. Dès l'âge de 2 ans et demi, elle savait tout faire, y compris les nébulisations, les montages des aérosols, tous les gestes, à savoir secouer le flacon de la pompe de ventoline.
Et aussi, surtout, ça lui a permis d'éviter tous ces moments, en fait, tous les enfants, et même les adultes, hein, de ras-le-bol, parce que souvent, elle en avait marre de prendre tous ces médicaments-là régulièrement au quotidien. Et en fait, comme c'est un petit robot aussi très ludique qui propose des petites récompenses à la fin, donc ça peut être une histoire, une blague, ou tout simplement un petit texte de culture générale avec des dessins, elle a toujours été beaucoup plus motivée en fait pour prendre ses médicaments. Ou alors quand elle en avait marre, bon bah allez, à un moment donné, on ne l'allumait plus. Là, ce petit robot, ça fait à peu près 2 ans qu'on ne l'utilise plus. Il y a 15 jours, elle a eu une petite exacerbation, enfin un début. Elle m'a demandé, maman, est-ce qu'on peut le rallumer? Parce qu'elle savait qu'on allait reprendre les pics flow, reprendre plus de médicaments. Et ça l'accompagne, en fait, ça lui permet vraiment d'être plus motivée et de ne pas oublier, en fait, hein, tout simplement. Alors, malheureusement pour vous, vous avez 3 enfants. Alors ça, c'est pas malheureux pour vous. Mais ce qui est malheureux, c'est que les 3 sont asthmatiques. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 autres qui étaient asthmatiques, qui sont beaucoup plus âgés, n'ont pas bénéficié de ce robot. Donc, quelle différence vous faites entre les 2 aînés qui ont été aussi Ouais. suivis dans leur pathologie et votre petite fille? Alors, la grande différence, donc mes 2 aînés sont ados, hein, maintenant ils ont 16 et 17 ans. Celui de 16 ans n'a plus d'asthme, celui de 17 ans, oui. La grande différence, je la mettrais au niveau de l'autonomie, en fait, hein, parce que Nolwenn, dès l'âge de 2 ans et demi, elle était parfaitement autonome, mais quand je dis parfaitement, ça va être comme un adulte qui a vraiment bien compris et comment prendre ses médicaments et comment le faire bien aussi. Donc elle a été parfaitement autonome dès l'âge de 2 ans et demi. Mon grand, qui a 17 ans, j'ai envie de dire, il est toujours pas autonome, en fait, hein. Il faut lui prêter Joey. Voilà. Non, non, mais sincèrement, alors elle est autonome, elle a compris, elle se connaît parfaitement aussi maintenant. Et en fait, elle connaît parfaitement ses traitements, les traitements de crise. Et elle est plus motivée. Elle a été, elle a eu assez peu finalement d'épisodes de ras-le-bol, hein, comme je les appelle. Et même si elle en a eu, ils étaient brefs. Tandis que ses frères, en fait, niveau autonomie, voilà, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Nous, parents, on a toujours besoin d'être derrière eux, même encore aujourd'hui, quand il y a des épisodes viraux avec des exacerbations. Pardon. Alors, vous parlez des parents, justement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, parents, entre les deux, entre vos 2 autres enfants qui n'ont pas été traités avec Joey et cette petite Nolwenn? Alors, et même Nolwenn, hein, avant ces 2 ans, hein, finalement, la charge mentale, elle est juste énorme en tant que parent parce qu'on vit asthme, on vit maladie au quotidien. Et donc, c'est une charge mentale très, très grande parce qu'on ne doit pas oublier les médicaments. Quand on oublie et que, par malheur, il y a une exacerbation derrière, il y a une énorme culpabilité aussi. Et donc, en fait, le gros changement, ça a été vraiment au niveau de cette charge mentale parce que, en fait, on délègue complètement tout à ce robot, que ce soit la charge mentale concernant les médicaments, les horaires, mais aussi les rendez-vous. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les enregistrer tous dans la tête, kiné, médecin. Enfin voilà, ça sonne, c'est un peu comme un petit agenda finalement aussi. Et derrière, on a juste à superviser, à être là derrière au début pour vérifier que tout est OK. Et en fait, fini la culpabilité aussi. En soi, parce qu'on fait tous, je pense, l'erreur quand l'enfant va mieux, d'oublier. Alors, est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas, parce que l'oubli, il n'est jamais volontaire, mais quand tout va mieux, on oublie beaucoup plus souvent de prendre les traitements au long cours. Sauf que là, même si ça va mieux, on n'oublie pas, puisqu'il est toujours là pour rappeler qu'il faut les prendre, même si tout va mieux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Claire Portefeuille, je me tourne vers vous parce que vous avez souhaité aider ce projet. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'en fait, je ne sais même pas si j'ai besoin de répondre à cette question, parce que quand on entend le témoignage d'une famille qui l'utilise, ça illustre parfaitement la raison pour laquelle on a été convaincu par l'intérêt de Joe et le travail avec Ludocare. Ça a un vrai apport pour les patients, un vrai apport pour les accompagnants, inévitablement un vrai accord pour les professionnels de santé. Ça évite les exacerbations, ça veut dire, mais je parle devant des sachants, ça évite des hospitalisations, ça évite des complications. Donc c'est aussi un impact sur le système de santé. Donc c'est pour ça qu'on a voulu accompagner Ludocare.
Alors, vous êtes un laboratoire donc, de médicaments. Viatris, on connaît, hein, c'est des génériques, on va faire simple. Comment votre laboratoire s'implique-t-il d'une manière générale pour aider au développement de la santé digitale? Et pourquoi avez-vous souhaité vous impliquer là-dedans? On pourrait dire finalement, après tout, fabriquer des médicaments, ça aurait pu vous suffire. Alors, je fais une micro-précision. On est très connu pour les génériques, mais on fait Oui. beaucoup d'autres choses, Oui. beaucoup de médicaments de prescription. Et donc, et je réponds à votre question. Je porte la conviction, et Viatris porte la conviction que la santé demain, elle sera toujours moléculaire comme la santé aujourd'hui, mais la prise en charge sera aussi digitale. La santé digitale apporte aujourd'hui des solutions claires et efficaces pour accompagner les patients, les professionnels de santé, encore une fois, et le système de santé dans une, j'ai envie de dire, une amélioration de ce qu'on connaît aujourd'hui. À des moments où les molécules sont pas forcément des solutions, ou en tous les cas sont pas suffisantes. Et donc pour compléter ma réponse, un laboratoire pharmaceutique, la mission d'un laboratoire pharmaceutique, c'est d'apporter un médicament qui permet de passer d'un état A de moins bonne santé à un état B de meilleure santé. Et c'est la raison pour laquelle on porte cette conviction de la santé digitale au quotidien. Ça fait combien de temps que vous vous êtes mis là-dedans? Alors, ça fait plus de 3 ans et demi. C'est extrêmement exigeant parce que c'est pas pareil. Et je pense que les médecins dans la salle qui utilisent ce genre de solutions l'expliqueront. Quand un laboratoire explique à un médecin un médicament, le médicament, il arrive toujours au même endroit dans la consultation. Qui prescrit un médicament ou un médicament B, c'est toujours au même endroit. Avec un dispositif numérique, ça arrive pas au même moment, ça nécessite plus d'investissement, plus d'explications. Voilà, ça c'est une des difficultés que l'on rencontre et qu'il faut qu'on accompagne pour aider les médecins à mieux comprendre l'utilisation. Mais ça va aussi sur, et on en reparlera après, sur la prise en charge. Ces solutions sont à ce jour pas encore remboursées. Et c'est vrai qu'en France, le out of pocket, comme on le dit en bon français, reste à charge. C'est pas, les Français n'ont pas l'habitude n'ont pas l'habitude ou ne veulent pas, ou ils n'ont pas l'habitude. Et pour la diffusion de ces innovations, il faut absolument qu'on avance sur cette... Alors très concrètement, ça se passe comment? Ça veut dire que vos délégués médicaux vont parler de ces instruments numériques? Exactement ça. Donc nos délégués médicaux vont parler aux pédiatres, aux pneumopédiatres de ces dispositifs pour leur expliquer, leur proposer de tester le dispositif. Et on a la chance que dans notre collaboration avec Ludocare, on puisse proposer sur tout le territoire des petits robots. Donc comme on est en pré-prise remboursement, on en propose un certain nombre par région pour que des petits patients en bénéficient et les médecins commencent à mieux appréhender la prise en charge générale. Mais pourquoi vous y allez, vous, laboratoire? Parce qu'on pourrait se dire finalement, ce n'est pas votre rôle. Pourquoi ce ne serait pas notre rôle? Donc je crois profondément que c'est notre rôle. Je crois profondément que nous devons... C'est un rôle c'est un traitement, c'est un médicament. C'est exactement comme une molécule. C'est un médicament qui permet à un patient d'aller mieux. Et donc, si les laboratoires pharmaceutiques ne s'investissent pas, je pense que la santé digitale mettra beaucoup plus de temps à se développer. On a notre organisation fait que nous avons un maillage territorial de délégués médicaux qui apportent l'information médicale aux médecins. Et c'est une vraie opportunité pour que la diffusion ne soit pas faite que dans des cercles de gens intéressés, que dans des réunions à Paris, et ça permet aussi que cette diffusion soit faite au plus près de chaque médecin qui prend en charge au quotidien les patients.
Alors, on reviendra vers vous dans quelques instants, mais je voudrais maintenant qu'on se tourne toujours en utilisant et en parlant des outils numériques vers vous, Jérôme Bourreau, puisque vous allez nous décrire l'idée qu'il y a derrière une solution digitale qui s'appelle Citana. Et ça montre bien, là, on a vu ce qui se passait au niveau, je dirais, de Mme Vépierre, donc d'un malade qui est vraiment en relation avec son patient. Là, c'est plutôt au service de la coordination des soins. Bonjour. Donc, en fait, moi, je suis président de l'Amnèse. La société développe 3 logiciels. Je vais parler de Citana après. Mais juste avant, c'est que parmi ces 3 logiciels, elle adresse 3 verticales de la santé et la prévention. D'un côté avec Prevana, Medana, qu'on va parler après, sur tout ce qui est l'optimisation d'un parcours de soins, et Citana sur la coordination. Alors, pourquoi la coordination? Parce qu'en fait, on a travaillé assez rapidement avec ce qu'on appelle des CPTS, qui ne sont pas trop connus des grands publics, mais qui sont un excellent outil de pouvoir transformer notre système de santé et le rendre beaucoup plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'en fait, les CPTS ont le droit de mettre en place certains protocoles qui vont leur permettre de s'appuyer sur l'intégralité des professionnels de santé. Si on se redonne juste quelques chiffres, il y a 1,2 million à peu près de professionnels de santé en France, seulement 200 000 médecins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger le million de professionnels de santé à côté qui peuvent aider. Des kinés, qui peuvent aider sur tout ce qui est bronchiolite, des infirmières qui peuvent aider à faire du dépistage BPCO en faisant justement un spiromètre en amont et avoir accès à des agendas priorisés de pneumologues pour faire du dépistage beaucoup plus efficace, ce qu'on fait à Brest. Donc il y a beaucoup de choses que chaque CPTS va pouvoir mettre en place. Et l'idée de la coordination, c'est pouvoir donner une boîte à outils à des professionnels de santé volontaires qui veulent améliorer les choses sur leur territoire, ce qu'ils ont demandé durant la crise Covid. En fait, on leur donne de manière à ce qu'elles puissent mettre en place leur propre protocole qui correspond et tous leurs outils qui correspondent aux besoins de la population localement. Donc typiquement, ce qu'elles vont faire, c'est pas de la pneumo, mais en insuffisance cardiaque, elles vont être capables de mettre tout un protocole depuis le dépistage jusqu'au suivi patient avec des ETP, avec de l'émargement d'ETP, avec du suivi patient à domicile, avec des retours d'hospitalisation pour garantir le rendez-vous avec le médecin généraliste à J7, le médecin cardio à J30. Donc tout ça est totalement numérisé dans notre outil, ce qui permet en fait d'améliorer l'observance et ainsi de réduire les taux de rechute. Donc ça, c'est valable dans le cardio, mais on a exactement les mêmes choses en pneumo. Alors justement, vous avez déjà commencé un petit peu, mais des exemples très, très pratiques de ce qu'on peut faire avec Citana pour cette partie de la santé respiratoire. Donc en santé respiratoire, je donne l'exemple de la BPCO. Pour favoriser le dépistage de la BPCO, on peut soit attendre effectivement que le patient tout d'un coup ait une idée et décide d'aller voir son médecin et dise tiens, j'ai ce truc-là, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, ça c'est une méthode. Une autre méthode, ça consiste à voir qu'une infirmière qui a une capillarité beaucoup plus importante que les médecins, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus proches des patients que ne le sont les médecins, une infirmière qui va passer au chevet du patient peut tout d'un coup dire tiens, j'ai un petit doute, ça tombe bien, dans la boîte à outils, j'ai un protocole dépistage BPCO, je vais l'utiliser, je ne suis pas une experte en BPCO, mais par contre je vais suivre un protocole. Et je vais poser des questions, à la fin ça me calcule un score, en fonction du score, je sais qu'il faut que je dégaine le spiromètre, je vais prendre la valeur qui est... donc je monte une petite vidéo qui permet de savoir comment faire ça, montrer aux patients comment ça marche. Et ensuite, je vais pouvoir mesurer la valeur, l'indiquer dans l'outil, nouveau protocole. En fonction du résultat, ça va permettre de dire, tiens, ce patient-là, ce serait bien de lui donner comme un agenda de soins non programmés, sauf que ce n'est pas du soin non programmé, c'est la prévention non programmée. Et donc, ça permet à ce moment-là d'avoir beaucoup plus rapidement accès à un rendez-vous de pneumologue. Et donc ça, c'est parce que c'est une des priorités de la CPTS sur son territoire. Maintenant, il n'y a pas 2 CPTS qui se ressemblent. Donc c'est pas parce qu'on a mis ça en place en Bretagne que malheureusement on réussit à le déployer dans d'autres régions. Autre exemple, peut-être la bronchiolite, avec effectivement au niveau de la bronchiolite des exacerbations qui sont évitées, voire des urgences. Donc en fait, là, l'intérêt du protocole bronchiolite, c'est encore un autre protocole, ça permet alors soit aux urgences pour aider l'IOA, l'infirmière d'orientation et d'accueil, de pouvoir orienter le patient, le bébé, vers un kiné qui a été formé justement à faire de l'accompagnement bronchiolite. Donc c'est Carpentras qui est un peu en avance de phase par rapport aux autres CPTS là-dessus. Et qui s'est mis qui travaille main dans la main avec le SAGE de Carpentras, le SAGE Avignon, pour justement faire que les patients qui malheureusement arrivent aux urgences puissent quand même être réorientés vers la ville.
Donc ça, c'est le premier protocole qui a été mis en place. Maintenant, ils essayent de le déployer directement auprès d'une infirmière libérale qui est effectivement au passage ou auprès d'un médecin généraliste, de manière à ce que ce médecin généraliste puisse orienter plus rapidement vers un kiné et donc réutiliser les autres compétences. Et comme je le disais tout à l'heure, les médecins, c'est 200 000 médecins, en plus moitié libéral, moitié privé, et, moitié hospitalier, et moitié SP, moitié généraliste. Donc ça permet d'orienter beaucoup plus rapidement vers d'autres professionnels de santé, comme des kinés, qui eux vont pouvoir faire un suivi du patient et éviter comme ça un recours aux urgences et améliorer notre système de santé. Alors, on a vu l'organisation des soins. Vous avez développé un autre outil digital qui s'appelle Medana. Quelle est sa philosophie là? La philosophie de Medana, c'est plutôt de digitaliser tout un parcours. Donc là, ça va vraiment dépendre alors c'est en général plutôt des services hospitaliers avec lesquels on travaille, en santé mentale, où on travaille pour des startups, on fait leur logiciel comme TIA et comme Neurostim, en RTMS. Et donc là, du coup, je vous rejoins. Dans les prescriptions, il n'y a pas que des prescriptions de médicaments. Nous, en fait, nos logiciels facilitent la prescription d'APA, d'enseignement d'activité physique adaptée, ou des prescriptions de RTMS. C'est des casques pour traiter tout ce qui va être dépression. Donc ça, c'est avec des cabinets comme Neurostim, par exemple. Donc c'est de la prescription d'autres choses que de médicaments. Et ce que l'on est en train de voir, c'est comment est-ce que, en digitalisant tout le parcours, c'est-à-dire qu'on fait le questionnaire en amont pour pouvoir évaluer de manière la plus précise possible le patient, de manière à préparer la consultation, la primo-consultation, comment est-ce qu'on peut faire gagner du temps aux médecins. Donc typiquement à Saint-Joseph, on a déployé Medana pour faire de la préparation de consultation en maladies rares, en pneumo, sur de la fibrose. C'est un questionnaire qui est monstrueux. Typiquement, on va interroger le patient pour savoir s'il a déjà travaillé dans un environnement où il a été en contact avec du liège. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais apparemment c'est important. Et donc ça va permettre aux médecins d'avoir un indice pour savoir dans quelle direction aller pour faciliter le diagnostic de la maladie. Et donc ça, c'est très souvent des médecins qui récupèrent le patient après un premier passage chez le médecin généraliste ou en errance thérapeutique et qui vont récupérer ce patient. Et en fait, le patient, il est prêt à passer une demi-heure à répondre à un questionnaire. Et ce qu'on va faire dans toute la partie digitalisation, c'est qu'on va envoyer des vidéos au patient pour lui expliquer pourquoi est-ce que c'est important de répondre à ce questionnaire pour pouvoir ensuite donner le plus d'informations possible au médecin pour que lui puisse faire son bon diagnostic. Et on va aussi aider le médecin parce que comme on a collecté énormément d'informations, le médecin ne va pas non plus le laisser tout seul dans la nature après pour rédiger son compte-rendu et lui faire perdre beaucoup de temps. Donc en fait, on va pré-rédiger le compte-rendu pour lui en fonction de toutes les informations collectées par le patient, auprès du patient. Et là, le médecin va modifier et le mettre dans son DPI. Et comme ça permet de faire du suivi. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple qu'on fait, alors malheureusement pas à Paris, on fait à Bordeaux, Bruxelles, Munich et Montpellier. C'est un essai clinique en SMR. SMR, c'est les soins médicaux de réhabilitation. Donc là, en fait, on fait de la prescription d'APA. Et au lieu de faire du SMR à l'hôpital, on fait du SMR hybride. C'est-à-dire en partie à la maison, en partie à l'hôpital, voire même à 100% à la maison. Ce qui coûte beaucoup moins cher. Et c'est le résultat de l'excès clinique. Alors, je peux pas donner les chiffres, mais ça, je pense que le professeur Médrol le fera bientôt. Donc, c'est moins cher, ça coûte moins cher à la collectivité et c'est plus efficace parce qu'en fait, on accompagne tout ce qui est ETP d'un petit dispositif sur le smartphone et on a gamifié tout le parcours auprès du patient. Donc, comme dans un jeu vidéo, il faut qu'il fasse tel ETP, qu'il fasse tel rendez-vous avec le cardio, avec le pneumo, tel rendez-vous avec le neuro, de manière à pouvoir passer au niveau suivant. Et comme ça, de semaine en semaine, il doit passer d'un niveau à l'autre. Et c'est fait pour les enfants entre 13 et 20 ans. Et ça marche assez bien. On a de meilleurs résultats qu'à l'hôpital et ça coûte moins cher. Alors justement, peut-être une réaction Claire Portefeuille avant que je me tourne vers vous trois. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez voulu vous mettre dans ces outils numériques. Est-ce que selon vous, là, on a vraiment deux exemples qui montrent qu'on peut vraiment améliorer la chaîne de soins et la qualité des soins par le numérique ? Je m'étrangle. Je pense que les témoignages sont clairs. Il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt pour les patients, pour les accompagnants, pour les professionnels de santé
Je pense que je n'ai pas forcément besoin de réexpliquer. Je trouve que c'est super d'avoir des témoignages au-delà de la philosophie et du concept, des exemples précis de l'utilisation au quotidien aujourd'hui, partout en France, sur plein de pathologies. Le numérique s'installe et aide et accompagne le traitement. Eh ben, je voudrais faire réagir Florie Fillol. Je rappelle que vous êtes de l'Agence d'innovation en santé sur ces solutions numériques. Ces deux exemples, ça montre vraiment le rôle que peuvent avoir ces solutions sur l'efficience des soins, sur l'efficience de la prise en charge. Oui, tout à fait. Effectivement, ces ces solutions numériques innovantes permettent aujourd'hui d'améliorer à la fois l'efficacité de la prise en charge, mais aussi, comme c'est indiqué, de fluidifier les parcours de soins, d'accélérer le dépistage ou le diagnostic, et ainsi de pouvoir bien sûr améliorer l'efficacité des traitements avec une rapidité de mise en place qui permet bien sûr d'avoir des résultats au niveau sanitaire pour les patients. Donc oui, tout à fait. Toutes ces solutions numériques sont un vrai levier de transformation aujourd'hui du système de santé. Mais malgré tout, le déploiement de ces solutions-là ont besoin de conditions préalables qui sont d'une part garantir la sécurité des données, mais également définir une intégration dans les systèmes existants et dans les organisations existantes. Donc il faut arriver à évaluer l'effort à fournir pour une conduite du changement au sein des organisations, et puis bien sûr l'acceptabilité, s'assurer de l'acceptabilité de ces solutions pour les professionnels de santé et les patients. Alors, je le disais, vous faites donc partie de l'Agence d'innovation en santé. Je ne suis pas persuadé que tout le monde sache exactement à quoi ça correspond. On va peut-être faire un petit peu de pédagogie au départ. Quel est votre rôle finalement dans la structuration du secteur numérique, dans la mobilisation des professionnels ? Alors, je vais effectivement présenter assez rapidement l'agence, qui est une nouvelle agence, qui a un peu plus de 2 ans d'existence, donc qui a été créée pour coordonner et piloter le volet santé de France 2030. Donc France 2030, c'est un grand plan d'investissement. Je pense que vous en avez peut-être tous entendu parler. Et donc l'AIS vraiment coordonne tous ces aspects, à la fois financement, via des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Mais l'agence a aussi vocation à vraiment accélérer et faciliter tout le continuum de l'innovation dans la santé, donc avec bien sûr des actions sur tout ce qui est plutôt recherche et transfert de technologie, également sur la recherche clinique, comment faciliter, améliorer la recherche clinique en France, avec l'utilisation aussi de données synthétiques, avec l'intelligence artificielle. L'agence a aussi vocation à accompagner les porteurs de projets. Donc effectivement, dans la mobilisation de ces professionnels, c'est-à-dire de ces porteurs de projets innovants, l'agence va, aujourd'hui, elle accompagne 40 projets déjà qui sont issus de concours qui ont été lancés avec la mission French Tech, donc concours ELS 20 et French Tech 2030. Mais elle a vocation à aussi labelliser certains projets pour les accompagner sur des problématiques que peuvent rencontrer justement ces professionnels de l'innovation, notamment dans le déploiement et le passage à l'échelle. Aujourd'hui, l'agence a ouvert un guichet. L'équipe a rencontré plus de 450 projets innovants, et dont à peu près la moitié sur le numérique. Donc, l'agence a ce rôle très fort d'accompagnement, mais elle participe aussi à plusieurs actions dans la structuration du numérique en santé, donc notamment à travers la stratégie d'accélération santé numérique qui est pilotée par la délégation du numérique en santé. Mais elle participe aussi aux travaux de la construction de la feuille de route sur les données de santé, l'IA et les données de santé, donc qui a été annoncée par le ministre lors du IA Action Summit. Elle participe aussi au comité stratégique des données de santé, et enfin,
l'annonce a été faite aussi fin février sur le lancement d'un appel à projet IA Impact pour justement permettre, parce qu'il y a des problématiques fortes sur les dispositifs numériques. Alors, pour les dispositifs numériques DTX à usage individuel, on a aujourd'hui un cadre qui permet une prise en charge anticipée, ça s'appelle PECAN, donc justement pour évaluer ces outils. Aujourd'hui, ce qui est un peu plus problématique, c'est pour les dispositifs médicaux numériques qui intègrent de l'IA et qui ont plutôt vocation à assister des actes professionnels où là, le parcours est un petit peu plus compliqué. Et donc, cet appel à projet IA Impact a vocation vraiment à évaluer ces dispositifs médicaux numériques qui embarquent de l'IA, donc en conditions réelles d'utilisation, et surtout pour évaluer l'impact que ces dispositifs ont dans à la fois les pratiques et la fluidification et l'organisation du parcours de soins des patients. Alors, autre question, parce que franchement, on peut s'y perdre quand même quand on regarde un petit peu toutes les agences. Vous dites que non, mais on vient de parler de l'agence d'innovation en santé, mais il y a une autre agence qui s'appelle l'agence numérique santé. Alors, quelle différence il y a entre l'AIS et l'ANS ? Alors, la différence est assez claire, enfin, en tout cas à vos yeux. De notre côté, à mes yeux, tout à fait. Donc, l'AIS, alors déjà, son champ d'action intègre bien sûr le numérique, mais est beaucoup plus large que le numérique, puisque l'AIS repose sur différentes stratégies d'accélération. Donc, elle a aussi des actions dans tout ce qui est biothérapie et bioproduction, les maladies infectieuses et émergentes, les dispositifs médicaux, mais pas forcément que les dispositifs médicaux numériques. Et puis, la dernière stratégie d'accélération, donc prévention, des innovations en prévention. Donc, on voit que son périmètre est plus large que le numérique. Et alors, bien sûr, l'ANS et l'AIS sont deux structures françaises, deux structures publiques françaises qui œuvrent pour la modernisation du système de santé et dans le numérique, la transformation du système en utilisant les outils du numérique. Mais l'ANS a plus un rôle justement de mise en place des infrastructures et des outils numériques pour améliorer la gestion de la donnée de santé. Mais également pour accompagner les établissements dans la transformation numérique et également pour permettre l'interopérabilité, bien sûr, des systèmes d'information pour justement améliorer, fluidifier et exploiter au mieux les données de santé. Et puis l'ANS a aussi un rôle de réglementaire et d'évaluation, puisque c'est elle, donc je parlais tout à l'heure du dispositif PECAN, c'est elle qui va donner la certification donc aux dispositifs médicaux numériques pour en fait qui va valider si toutes les spécificités techniques et de sécurité par rapport aux données de santé sont remplies. Et alors bien sûr conjointement avec la HAS sur PECAN, mais et donc il va pouvoir permettre l'ouverture d'un PECAN. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un appel à projet sur l'intelligence artificielle qui a été lancé récemment. Je voudrais qu'on revienne sur un autre appel à projet, l'appel à projet prévention, qui, lui, a été lancé en septembre dernier. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ? Alors, je vais vous donner quelques détails, en effet. Donc, la date de clôture, enfin, de première relève de cet appel à projet a eu lieu le 10 décembre dernier. Donc, une trentaine de projets ont été déposés et éligibles à poursuivre le processus de sélection. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de présélection. Donc, sur la base du dossier allégé qui a été déposé par les porteurs de projets, donc le comité, le jury qui est constitué de la présidence d'un comité stratégique que nous avons mis en place avec donc à sa tête Isabelle Adenau, justement la présidente de l'ANS. Donc nous sommes en phase de présélection des projets. Les projets présélectionnés entreront ensuite dans une phase d'accompagnement méthodologique pendant 3 mois. Pour finalement être auditionné au début du mois de juillet et savoir s'il rentre en instruction côté BPI France, et donc avec une annonce finale des lauréats pour septembre prochain.
Alors, je ne vais pas vous demander de trahir des secrets, mais il ne vous a pas échappé que nous étions aux assises du numérique en santé respiratoire. Donc, est-ce qu'au niveau de l'AIS, vous avez repéré parmi ces solutions numériques, des solutions numériques qui concerneraient des personnes qui ont des difficultés respiratoires? Alors, Est-ce qu'il y a eu des projets dans le cadre du challenge? Alors oui, dans le cadre du challenge, il y a eu effectivement des projets. Mais tout à l'heure, il a été évoqué le projet Prédicare. Donc, effectivement, sur la télésurveillance des exacerbations de PPCO pour prévenir ces exacerbations. D'autres projets ont été déposés, notamment sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. D'accord. Je voudrais qu'on se tourne maintenant vers le docteur Yann Maël Ledouarin, puisqu'on va aborder la question de la télésurveillance. Alors, je le disais tout à l'heure, vous faites partie du département santé et transformation numérique. Santé et transformation numérique qui a été créé il y a 6 mois à la DGOS. Pourquoi la DGOS a-t-elle eu tout d'un coup cette idée de créer ce département ? Est-ce que ça répondait à un besoin? Je sais pas, on s'est réveillé un matin, on était mal lunés, on s'est dit tiens. Concrètement, en fait, c'est pas un positionnement qui est récent, mais qu'on a voulu renforcer. Pour refaire, il y a l'AIS qui fait tout ce qui est innovation au sens très large, recherche, développement, accompagnement des startups. Il y a la DNS qui est là pour numériser le système. Je caricature volontairement, mais c'est pour expliquer simplement. Et faire la stratégie, la feuille de route, du numérique en santé que tout le monde connaît avec la fameuse maison. La question côté des GOS, au bout d'un moment, c'est toutes ces innovations et ces développements numériques, il faut bien qu'à un moment, ils soient utilisés par les professionnels de santé, qu'on adapte le système et qu'on transforme nos hôpitaux, etc. Donc la question, nous, des GOS, on est en charge de l'offre de soins, donc des compétences des professionnels de santé, de leur formation, des établissements de santé, etc. Et donc, c'est de se dire comment tout ce qui peut être amené et développé par l'ANS et la DNS, nous, on s'en sert pour transformer le système, ou au contraire, on se dit, tiens, cette innovation qui risque d'arriver dans quelques années, elle peut être un peu flippante, donc il faut qu'on se prépare et qu'on anticipe. Donc voilà, en fait, c'est notre rôle, c'est de faire cette courroie de transmission entre tout ce qui peut être développé par les collègues et l'offre de soins pour voir qu'est-ce qui peut nous servir, comment on adapte le système et comment on le transforme. Alors, on va parler télésurveillance avec vous. La télésurveillance, elle a été développée dans 5 secteurs. Quels sont les chiffres aujourd'hui en ce qui concerne la santé respiratoire, puisqu'aujourd'hui, on est intéressé par ce secteur très particulier? Est-ce qu'il y a eu une bonne adhésion des patients, ou est-ce qu'au contraire, vous sentez que par rapport aux autres secteurs, on est plutôt un peu à la traîne? Je pense qu'on va essayer d'être très honnête. J'espère. C'est la pathologie pour laquelle il y a le moins de patients télésurveillés aujourd'hui. On est à 400 patients qui ont bénéficié sur les 6 derniers mois. Alors c'est S2 2024. Donc sur le dernier semestre 2024, il y a 400 patients qui, à un moment sur ce semestre, ont bénéficié d'une télésurveillance. Pour peut-être une idée, je ne sais pas, je ne veux pas vous piéger, hein, mais j'ai les chiffres. Les autres pathologies, pour avoir une idée. Pour vous donner un ordre d'exemple, insuffisance cardiaque, on est à plus de presque 25 000 patients sur 6 mois. Alors, ce n'est pas de la file active, hein, c'est un nombre de patients sur 6 mois ayant bénéficié au moins une fois. Et sur l'oncologie, qui est la toute dernière, la nouvelle-née qui est arrivée après justement les expérimentations, on est déjà à que je dise pas de bêtises, plus de 15 000. Donc vraiment, pour la santé respiratoire, on est très, très, très en retard. C'est aux professionnels de nous dire si on est en retard ou pas. Moi, je peux vous donner les chiffres. Oui, enfin 400, c'est pas beaucoup, hein, parce que des gens qui souffrent de problèmes respiratoires, docteur Le Guillou, il y en a, ou Bruno Le Stac. Il y en a combien? Non, vous n'avez pas de micro, donc on ne va pas pouvoir vous entendre à distance, mais donnez-moi juste le chiffre que je puisse le répéter. Le nombre de personnes qui ont des problèmes respiratoires aujourd'hui en France, qui pourraient être télésuivies. Voilà, mais... Voilà, 10% de 3,5 millions, donc 350 000 personnes qui pourraient être éligibles à la télésurveillance, à la louche. Hein, c'était pour donner une idée, contre 400 aujourd'hui. Hein. Après, il y a toujours une différence entre les éligibles et les télésurveillables, parce qu'il y a aussi des capacités des équipes à se mobiliser. Tout à fait, non, mais c'était pour avoir une idée. Mais on devrait être plus proche des autres, probablement. Alors, Corinne Collignon, quelle est la mission de la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne l'évaluation justement de la télésurveillance et puis plus globalement des dispositifs médicaux numériques? Alors, je vais peut-être commencer par replacer le cadre très rapidement de la Haute Autorité de Santé. Elle a 3 missions socles. Évaluer les technologies de santé. Elle n'évalue pas tout,
mais elle évalue les technologies dès lors que l'industriel souhaite le remboursement. Donc ça, c'est une première mission socle. Et mettre des recommandations à destination des professionnels. Donc sur le numérique, il y a des recommandations dédiées, notamment sur la téléconsultation qui ont été mises en place il y a plusieurs années, téléexpertise. Donc sur la télésanté, il y a déjà des recommandations qui existent, mais on continue à construire ce cadre pour accompagner les professionnels. Et dans chaque travaux de recommandation de bonnes pratiques ou de parcours de soins, on a eu un exemple là tout à l'heure de transformation des parcours. Ce sont le levier de la télésanté est questionné systématiquement. Donc ça fait partie de notre fond de travail et on n'attend pas que des dossiers nous soient déposés pour positionner l'intérêt de la télésanté sur ces axes-là. Et puis il y a une troisième mission socle qui est d'évaluer la qualité et notamment via la certification des établissements de santé ou les évaluations dans les établissements du champ sanitaire social et médico-social. Donc voilà, sur ces 3 missions socles, on essaie de donner une impulsion sur le volet numérique pour savoir sur quels axes on peut travailler pour accompagner les usages, accompagner les bons usages. Il y a des gros sujets sur l'intelligence artificielle qui arrivent et pour autant, ces technologies, Florie le disait tout à l'heure, ces technologies ne font pas forcément l'objet d'une évaluation parce qu'il n'y a pas de cadre d'évaluation. Et donc, ce qu'on évalue actuellement, c'est ce qui peut faire l'objet d'un remboursement individualisé par l'assurance maladie. Donc, notre cadre d'évaluation technologique, il est celui-ci. Il est très complémentaire et vraiment, il n'y a pas de chevauchement du tout avec les travaux de nos collègues de l'Agence du numérique en santé, qui s'occupent plutôt des questions de sécurité et d'interopérabilité. Nous, nos évaluations, elles conduisent à éclairer la décision de remboursement. Donc, on va être plutôt sur des critères d'évaluation de l'intérêt sur des critères variés selon que la technologie rentre dans une voie de remboursement et celle classique pour les dispositifs médicaux, je pense que vous la connaissez, c'est la liste des produits et prestations remboursables. Et désormais, depuis 2023, donc depuis peu de temps en fait, des nouvelles voies dédiées aux dispositifs médicaux numériques, dont la télésurveillance médicale avec la création de la liste des activités de télésurveillance médicale. Donc c'est une mission qui a été confiée à la commission spécialisée de la HAS pour l'évaluation des dispositifs médicaux, la CNEDIMS, d'évaluer l'intérêt des activités de télésurveillance médicale pour au final qu'elles soient remboursées via cette nouvelle liste qui a été créée en 2023. Et puis également, Florie le soulignait, une voie un peu fast-track de prise en charge dérogatoire pour 1 an, qui est la PECAN, qui est la prise en charge anticipée pour les dispositifs médicaux numériques, qui va concerner la télésurveillance médicale, mais aussi les technologies à visée thérapeutique. Alors, je vais vous demander de répondre à 2 voix. On va commencer par le docteur Yann Maël Ledouarin, puisque je le disais, entre 2018 et 2022, en ce qui concerne la télésurveillance, ça a été expérimenté dans 5 pathologies. Est-ce que l'impact organisationnel, selon vous, après on verra ce qu'en pense la HAS, est-ce que l'impact organisationnel de cette télésurveillance est, selon vous, aujourd'hui clairement démontré? Je dis bien l'impact organisationnel. Sur l'impact orga, alors on n'a pas eu d'études, mais ça, Corinne en reparlera. La regardez pas, faites votre mais réponse à vous. C'est difficile, on se connaît bien. On n'a pas eu d'études randomisées, tout ce qu'on veut, etc., qui nous le disent. Pour autant, sur l'impact orga, je pense que les premiers résultats qu'on a pu avoir du rapport étape, des articles 51 qu'on a pu voir en parallèle et de la revue de la littérature montrent on est quasi sûr qu'il y a un impact orga. Voilà, il ne fait pas trop de doute celui-là. La question, c'est l'impact surtout clinique, qui pour celui-là, aujourd'hui, à part en cardiaque, on commence à avoir des études qui ont été publiées, des études robustes. Pour les autres pathologies, et en oncologie, pardon, pour les autres, ça manque. On n'a pas encore ces études-là sur la... Donc je fais le distinguo, je réponds peut-être à la question d'après, mais sur la partie orga, ça ne fait pas de doute. Pour ces pathologies-là, pour la partie clinique, c'est autre chose. Bon, Corinne Collignon, est-ce que vous seriez aussi affirmative sur la partie organisationnelle? Alors moi, je vais partir de l'avis qui a été émis par la CNEDIM, justement, puisque c'est elle qui définit l'intérêt attendu. Elle a considéré, à l'issue des expérimentations étapes qui concernaient, dont un des axes était l'insuffisance respiratoire, que... malgré l'absence de données cliniques en 2023 à l'issue des expérimentations, on pouvait caractériser l'impact organisationnel pour ces technologies dans cette indication-là. Néanmoins, elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de données et qu'il faudrait des données pour le confirmer. Et pour confirmer, voire pour ajuster la caractérisation de l'intérêt, puisque pour la prise en charge sur la liste des activités de surveillance, peut être pris en compte l'intérêt clinique,
l'intérêt organisationnel ou l'intérêt de santé publique. Donc l'intérêt de santé publique sans intérêt clinique et sans intérêt organisationnel, voilà, c'est un peu théorique de mon point de vue, mais potentiellement, il peut y avoir un intérêt clinique. Donc l'enjeu, il va être de savoir à l'étape d'après si l'intérêt attendu, caractérisé initialement d'organisationnel, est confirmé ou s'il y a une évolution des conclusions émises en 2023 par la Commission. Donc c'est vraiment une évaluation qui a été conduite en 2023 sur la base des données qui étaient disponibles et qui sera réévaluée normalement à l'horizon 2026, donc très rapidement. Oui, on va voir cette réévaluation sur la clinique. Non, vous vouliez rajouter sur oui, l'organisationnel? en fait, donc effectivement, on avait suffisamment d'éléments. Pour autant, comme on le disait tous les deux, il n'y avait pas d'études cliniques. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on a, entre guillemets, payé pour voir avec suffisamment de preuves pour accepter de payer, mais on paye pour voir. Ce qui fait qu'en 2026, c'est hyper important qu'on ait ces preuves-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pari qu'on a fait collectivement de se dire OK, la solidarité paye ces télésurveillances sur lesquelles on n'avait pas de preuves au moment de la généralisation, pas de preuves habituelles. Donc il va falloir que ces données en 2026 on les ait pour pouvoir poursuivre. Oui. Alors, et la clinique, alors l'organisation clinique, on va retourner après vers la HS. La clinique, on commence à en avoir en cardio. Il faudra qu'on ait de toute façon des données bientôt, et surtout les nouvelles pathologies, on en a un peu plus facilement parce que forcément ils connaissent un peu plus le cadre, donc ils arrivent à mettre en place des études. Mais quand on regarde le peu de personnes qui utilisent cette surveillance, cette télésurveillance en pneumo, on se dit qu'il va y avoir un sacré boulot à faire pour prouver à la fois l'intérêt organisationnel et clinique. Je vous avoue que j'espère que les études sont en cours, parce que 2026, ça arrive vite. Ah, c'est demain. Sur cet intérêt clinique, globalement, sur l'ensemble des thérapies Alors, sur l'ensemble des thérapies, vraiment, je pense qu'il faut insister sur le potentiel de transformation via ces technologies numériques du système de santé. C'est un des leviers, et le levier, il peut être sur le volet clinique et sur le volet organisationnel de façon très importante. L'enjeu, il est d'arriver à démontrer cet intérêt au plus vite, parce qu'on a des pépites technologiques qui arrivent de tous horizons, mais on voit que l'écosystème n'est pas forcément prêt à apporter cette démonstration. Et alors, nous, à la HS, notre rôle, c'est d'évaluer, et on évalue sur la base de données. Donc, malheureusement, sans données ou avec des données inadaptées, c'est très compliqué d'apporter des conclusions. Donc, l'enjeu, il est là, donc sur le volet clinique comme sur le volet organisationnel. Et l'enjeu, il est d'apporter la preuve qui correspond à ce qu'on attend de la technologie. Donc, si un professionnel qui propose à un patient d'être suivi par télésurveillance attend une amélioration clinique de l'état de santé du patient, eh bien, le volet clinique, ça veut dire qu'il est tout à fait adapté. Dans d'autres cas, donc il n'y a pas de réponse universelle. Dans d'autres situations, dans d'autres indications, on peut rechercher uniquement un impact organisationnel. Ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper d'attente et de démonstration, et de faire cette démonstration plus tôt. Donc clinique, pourquoi pas, et certainement pour certaines technologies de télésurveillance médicale, il y aura une amélioration clinique de l'état de santé des patients concernés. Donc c'est une des possibilités, et l'enjeu, il est d'apporter la démonstration au plus vite pour que ces technologies puissent se diffuser. Vous vous doutez bien que ce que vous dites fait réagir les industriels, en particulier Jérôme Bourreau, qui veut prendre la parole. En fait, moi, c'est juste pour dire que il y a les chiffres, effectivement, il y a comment est-ce que les chiffres vont pouvoir démontrer qu'il y a un intérêt clinique. Mais nous, ce qu'on commence d'ores et déjà à voir d'un point de vue clinique, c'est que il y a deux inducteurs principaux au fait qu'il va y avoir un bénéfice clinique. Premier inducteur, c'est l'observance. Et avoir un outil numérique, c'est juste avoir un petit rappel en permanence dans la poche qui permet de dire voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, en fait, ça, c'est un exemple qui rentre en plein dans ce que je suis en train de dire. Mais quand on le gamifie, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, on commence à le programmer en quelque sorte pour qu'il ait des réflexes pavloviens à faire les choses et en tirer un bénéfice qui est un plaisir. Et ça, en fait, on voit que ça déclenche une observance qui est bien, bien supérieure. Et le deuxième événement, le deuxième inducteur, ça va être le fait de pouvoir détecter des alertes beaucoup plus vite. Et ça, en fait, c'est par l'analyse de signaux faibles. Alors, aujourd'hui, nous, dans tout ce qu'on a pu voir, on est dans 6 essais cliniques actuellement, sur les 6, on n'a pas cherché à isoler ces paramètres-là, mais très clairement, quand on discute avec les professeurs de médecine avec lesquels on bosse, c'est ces deux inducteurs-là sur lesquels ils travaillent en priorité, mais ils ne cherchent pas à les isoler. Corinne Collignon, on le disait donc, 2026, on va réobserver tout ça, on va réévaluer les solutions de télésurveillance. Alors, question toute simple, mais je pense qui intéressera beaucoup de
d'industriels, beaucoup d'entreprises. Quelles sont les données dont vous allez avoir besoin pour démontrer l'intérêt de cette technique et redonner le feu vert? Sur quoi faut-il qu'ils insistent là? Ils ont 1 an pour le faire. Alors, comme le disait Yann Maël, on espère que la collecte de données est en route parce que 2026, ça va venir très vite. Et pour le recueil de données, c'est vraiment une course contre la montre depuis l'inscription en 2023. Ce que j'attends, moi, comme données, en fait, je ne peux dire que ce que la commission a exprimé, c'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle déplorait l'absence de données lors de la première étape d'évaluation et qu'il était urgent, en fait, de lui apporter des données pour le coup d'après, donc 2026. Donc, j'attends, moi, des données qui permettront de confirmer cet intérêt, même si la population rejointe, donc la population effectivement suivie par télésurveillance est faible, si cette population est la bonne et si cette population tire un bénéfice de cette télésurveillance, peu importe qu'il n'y ait que 400 patients et pas 350 000, l'essentiel c'est que la télésurveillance apporte un plus à ces patients et ce plus il peut être encore une fois sur le clinique ou sur la qualité de vie. Ou sur l'organisation, c'est très large et les critères potentiellement sont très larges. Donc les données, elles vont être apportées, je l'espère, par les industriels concernés, éventuellement par les CNP, puisque les textes prévoient que pour la réévaluation, les CNP et les industriels puissent adresser les éléments que ces entités jugent utiles pour permettre à la commission de réévaluer. Et puis l'étape d'après, c'est c'est l'analyse de ces données par la commission. Nous, HAS, on ne produit pas de données, on les interprète, on les analyse pour apprécier l'intérêt attendu, éventuellement ajuster les référentiels parce qu'il y a un volet organisationnel très fort autour de la télésurveillance. Ça n'est pas qu'une technologie, c'est une technologie et un suivi. La technologie seule et les missions d'alerte seules, s'il ne se passe rien derrière, ça ne sert à rien. Donc c'est aussi une des particularités de cette télésurveillance. C'est pour la première fois, on a l'évaluation d'un couple, dispositif médical numérique et suivi assuré par le professionnel. Et je reprends l'exemple des alertes tout à l'heure. Finalement, avoir X alertes, ça ne sert à rien si elles ne sont pas suivies d'une proactivité dans le suivi du patient. Donc l'enjeu, il est là, c'est d'apporter des données qui permettent de montrer qu'il y a une proactivité ou une transformation des organisations. Donc, on a entendu votre cri. Des données, encore des données, toujours des données. Je voudrais très légèrement changer de sujet avec vous, Dr Yann Maël Ledouarin, parce que vous avez publié fin décembre une cartographie des usages du numérique en santé. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet exercice ? Alors, j'ai juste fait un petit commentaire juste avant. Allez-y. C'est pas parce qu'on demande de la donnée, qu'on demande de la preuve, qu'on n'y croit pas et qu'on est là à dire amenez-nous de la preuve, nous on n'y croit pas du tout, on est là comme ça. Je pense que ce qu'on fait depuis quelques années collectivement montre qu'on y croit et c'est parce qu'on y croit qu'on met ce cadre-là. Tout ce qu'on a fait, la cartographie dont je parlerai après, la télésurveillance, il n'y a que 2 pays au monde qui remboursent la télésurveillance, donc ça montre qu'on y croit. Pour autant, on est quand même garant, entre guillemets, des institutions et mes collègues de la DSS et de la CNAM de l'argent public. Donc, on a beau croire à quelque chose, au bout d'un moment, il faut que chacun fasse un pas. C'est-à-dire que nous, on croit, on met le cadre. Et après, il faut qu'on nous apporte les preuves pour qu'on puisse dire, allez, bingo, on y va tous ensemble, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on demande de l'éval qu'on est là à dire on n'y croit pas du tout. Voilà. Et c'est pas par plaisir parfois qu'on dit non, c'est pas possible. C'est simplement qu'on n'a pas et on est quand même garant du système. Tout à fait, on a bien compris. Voilà. Sur la carto, alors quand on a créé le département, on s'est dit, avant de commencer à faire un programme de travail pour se faire plaisir et de dire tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va déjà commencer par essayer de savoir à court, moyen et long terme, qu'est-ce qui peut être transformé dans le système. Et une fois qu'on aura ce langage commun et cette vision commune, on pourra collectivement se dire tiens, ça c'est transformant à très court terme, donc on y va, ça nous permet de gagner des marges pour réinvestir derrière, etc. etc. Donc en fait, c'était le but de cette cartographie. Donc on a essayé de voir, on a contacté un peu l'écosystème pour leur dire qu'est-ce que vous voyez comme usage transformant pour les différents offreurs. Donc c'était l'hôpital, la ville, les soins non programmés, les pharmacies. Voilà, on a pris un peu tous les offreurs dont on a la charge et on a essayé de lister pour chaque offreur quels sont les potentiels usages demain et les impacts que ça peut avoir. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il n'y a pas que la partie soins ou quoi que ce soit, c'est l'intégralité du champ d'activité des offreurs qui va être changé, de la gestion de la partie administrative, des flux de patients et de commandes de certains produits à l'hôpital, à la gestion des ressources humaines, à la qualité de vie, et ça c'est forcément l'essentiel, le parcours patient, la qualité de vie patient ou la façon de pratiquer pour les professionnels de santé. Et est-ce que ça fait émerger des chantiers à prioriser ?
C'est en cours. Florie parlait tout à l'heure de la stratégie intelligence artificielle qu'on doit publier d'ici à l'été, sur laquelle on mène actuellement des gros travaux. Et cette cartographie nous sert de base de langage à cette discussion. C'est-à-dire que grâce à ça, on peut se dire collectivement, sur la stratégie, si on doit prioriser des axes et des cas d'usage, c'est lesquels et comment on les met en place. Donc ça sert vraiment de base de discussion, je trouve. Et oui, c'est en train de servir actuellement là, pour les discussions sur la stratégie. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette évaluation des outils numériques. Est-ce que cette évaluation des solutions numériques vous semble satisfaisante? Je pourrais presque poser la question à tout le monde. On va commencer par vous, Claire Portefeuille, puis après je vais demander à Florie Fillol. Alors, je partage complètement, en tant que citoyen, professionnel du médicament, votre obsession de l'investissement de l'argent public. Et je pense qu'on a une chance en France énorme de cette sécurité sociale à laquelle on contribue tous. Et je n'imagine pas, et c'est de mon expérience je comptais hier, je ne le dis pas, de longtemps dans l'industrie pharma, de cette comparaison, de cette prise en charge quand l'efficacité est démontrée. Ça me paraît pas possible d'imaginer qu'on n'applique pas la même chose aux dispositifs numériques. La difficulté que je vois aujourd'hui, et on porte 3 collaborations au-delà de ce beau petit Joe, on collabore avec une start-up qui fait de la télésurveillance en insuffisance cardiaque. Donc on vit, et je suis contente d'avoir ces 25 000 patients dans les 6 derniers mois parce qu'on a cette difficulté à comptabiliser. Puis une autre collaboration d'un DTX, un casque qui aide à faire de la sédation numérique. La difficulté qu'on a, c'est souvent que ces objets, ces médicaments, ils interviennent à des moments où la comparabilité est compliquée à mettre en œuvre parce que c'est pas forcément, c'est souvent se comparer à rien, et on sait dans le médicament que se comparer à rien, c'est toujours difficile. Nos collaborations, elles ne sont faites qu'avec des startups qui abordent la voie du remboursement en étant exigeant et en portant des essais cliniques de qualité qui correspondent aux critères qu'on a l'habitude et que les évaluateurs ont l'habitude de regarder, parce que je n'imagine pas autrement. Et dans cette enceinte, j'ai aussi pas mal discuté avec des startups où ils disaient on est startup, on doit être remboursé. Ben non, parce que cet argent-là, c'est nous tous qui le mettons au pot commun, et il faut absolument qu'on sache pourquoi on le rembourse. Néanmoins, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et je porte vraiment cette conviction depuis 4 ans, et j'ai la chance d'être soutenue par mes patrons, c'est que on voit la télésurveillance, on voit de la télésurveillance prise en charge. ETAP a été génial. Le droit commun pour les solutions de télésurveillance a vraiment permis aux professionnels de santé et aux industriels de s'installer sur le sol français. Les patients français bénéficient remboursés de la télésurveillance, et c'est une chance énorme. Néanmoins, dans les solutions digitales numériques, il n'y en a aucune qui sort de Pécan. Il n'y en a aucune aujourd'hui. Alors, il n'y en a aucune qu'on arrive à donner, pas donner, c'est pas le bon mot quand on parle de prise en charge, à rendre disponible au plus grand nombre de patients. Et je sais que vous allez me répondre que c'est que la qualité, qu'il faut qu'on apporte d'autres preuves. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant de se dire, quand on entend des patients, et Virginie, c'est qu'un exemple, on entend beaucoup de patients qui parlent de comment Joe aide les petits patients à éviter les exacerbations de la maladie, les hospitalisations, comment les patients gèrent mieux les accompagnants gèrent mieux la pathologie de leurs enfants. C'est frustrant de se dire avec Joe, on va encore attendre 6 mois pour avoir accès au plus grand nombre, en fait. Donc cette évaluation, on doit voir des choses qui sortent du pécan maintenant. Allez, on entend ce. Alors, allez-y, on laisse la maman réagir, et puis je vous donne la parole après. Ouais, Virginie Vépierre, oui. Je me permets de réagir parce que ça m'interpelle, en fait, ces besoins d'avoir des données systématiques, et du coup, ce que vient de dire Claire Portefeuille. En effet, là, avec les données, vous voudriez attendre systématiquement que les patients aillent mal, voire très mal. Donc, c'est-à-dire
qu'on aura eu déjà des hospitalisations, peut-être des transports. Enfin, moi, de ce que j'entends, là, finalement, pour pouvoir avoir des données, on est obligé d'attendre d'avoir eu des exacerbations, donc des passages aux urgences, donc des hospitalisations, des transports en ambulance, tout ça. Exactement ce que ma fille a eu, en fait, ces 2 premières années de vie. Et ça coûte très cher. Alors, je ne suis pas une professionnelle, j'y connais rien en économie, mais concrètement, si on n'attend pas ça, on met en place directement des thérapies digitales qui permettent d'avoir une observance parfaite, finalement, pour l'enfant. Peut-être même les BPCO, j'en sais rien, je ne connais pas, mais là, je vais parler plutôt asthme, mucoviscidose, DCP, toutes ces pathologies. Si on met en place tout de suite ce type de thérapie, on a une observance parfaite, donc on n'a pas d'exacerbation. Donc ça a un coût mensuel, certes, mais à mon avis, vraiment moindre par rapport à toutes les hospitalisations qu'il y aura si on n'a pas ces choses mises en place. On a entendu votre cri. La parole est à la défense, si j'ose dire. Florie Filleul et puis ensuite Corinne Collignon. Allez-y. Non, je vais commencer, puis je laisserai bien sûr Corinne compléter largement. Moi, je voudrais dire, pour défendre quand même ce dispositif Pécan, c'est un dispositif qui est jeune aussi. Et donc, il faut aussi, comme tous les dispositifs qui se mettent en place, lui laisser le temps de la montée en charge. Je pense que ça permet aussi aux startups, moi je travaillais 8 ans en startup, de prendre conscience de cette démonstration de la valeur qui est absolument fondamentale, et même quand on est dans de la prévention, même dans de la prévention primaire, évidemment, lorsqu'on a des outils, qu'on veut mettre en place et déployer des outils au sein de populations, il faut s'assurer qu'on a un impact sur le bénéfice sanitaire, mais aussi organisationnel ou de santé publique. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que les porteurs de projets innovants aient aussi ça en tête, et puis laisser le temps au dispositif aussi de trouver un petit peu sa vitesse de croisière. Et puis il va y avoir des DTX qui vont sortir de Pécan, ça on n'en doute pas, mais voilà. Corinne, peut-être tu peux... Alors Corinne Collignon, est-ce que les dispositifs médicaux numériques posent des problèmes d'évaluation particuliers, et puis est-ce que vous comprenez ce qu'on entend ici finalement? Oui, je comprends. Entre le ressenti et le... Oui, je comprends vos réactions et votre ressenti. Mais la règle, effectivement, c'est quand on veut savoir si une technologie a un intérêt, on part du principe et on fait une hypothèse qu'elle a un intérêt, et on construit une étude qui permette de le documenter, de l'objectiver. Et donc c'est ça le principe. Le principe, c'est pas de demander la lune, mais c'est d'avoir non pas une foultitude de données, mais des données adaptées à l'enjeu. Et vous n'attendez pas des exacerbations? Non, et de ne pas se tromper dans la démarche. Et le problème principal, et il y a un besoin, et le dispositif est encore récent, mais on sent bien que l'écosystème et les nouveaux acteurs industriels qui arrivent sur le numérique ont besoin d'acquérir cette maturité. C'est comment apporter cette démonstration. Et le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est prendre les choses dans le bon sens. Qu'est-ce que l'utilisateur va en attendre? Que ce soit le patient ou le professionnel qui va prescrire, qu'est-ce qu'on en attend et qu'est-ce qu'on veut évaluer comme effet? Est-ce qu'on veut évaluer une diminution des exacerbations, du recours aux urgences, une transformation organisationnelle, et ça c'est une vraie particularité, et il y a vraiment besoin qu'on travaille tous collectivement sur comment apporter la démonstration de l'impact organisationnel. Ça c'est un vrai sujet qui est encore devant nous, parce qu'on voit que c'est pas facile, mais sur le volet clinique, finalement les choses sont assez traditionnelles, tout en sachant qu'il y a un turnover de ces technologies et une cadence d'évaluation nécessaire qui fait qu'on doit avoir et qu'on doit construire des études qui sont adaptées aux enjeux. Donc, pas demander la lune, mais demander des études adaptées à ce qu'on veut démontrer. Il ne faut pas oublier que la CNEDIMS, elle est composée de cliniciens qui vont raisonner comme des cliniciens et pas comme des administratifs. Et donc, ils vont raisonner sur qu'est-ce que j'en attends, et quel est le critère d'évaluation qui m'est proposé, et juste une évaluation adaptée, en fait. Et c'est ça qui manque, et l'écosystème a vraiment encore besoin d'accompagnement sur ces volets-là. Florie Filleul, ensuite on aura Jérôme Bourreau, et après on prend des questions dans la salle. Oui, rapidement, je voudrais compléter aussi sur ce besoin effectivement de démonstration de l'efficacité via des études cliniques. Mais on a aussi besoin, et la HAS travaille aussi beaucoup sur ces sujets, de la démonstration de la valeur, de l'impact en vie réelle. Parce que lorsque l'on sort des essais cliniques, on voit bien que parfois, et même assez souvent, on n'a pas... voilà, c'est la différence entre l'efficacité et l'effectiveness, c'est-à-dire l'efficacité pendant les essais cliniques, et ensuite en vie réelle où justement où
toute la mesure de l'impact organisationnel vraiment prend tout son sens dans ce contexte de vie réelle. Et justement, et là où je voudrais aussi apporter un petit peu notre regard, c'est aussi sur la complexité de l'évaluation, j'en ai parlé un petit peu au début, mais des dispositifs médicaux qui embarquent de l'IA qui sont associés à des actes professionnels. Là, on sait aujourd'hui que pour déployer, ou en tout cas pour faire référencer ces actes professionnels, évaluer ces actes professionnels, aujourd'hui, c'est très très long. Et donc, l'AIS travaille conjointement avec la DGOS et la CNAM pour essayer de définir un cadre qui permettrait d'accélérer justement le déploiement de ces solutions, mais surtout d'en évaluer l'impact. Et d'ailleurs, la CNAM a annoncé, lancé à l'été 2025, une expérimentation sur un outil embarquant de l'IA pour assister les médecins généralistes à l'interprétation des ECG en médecine de ville. Donc on voit qu'il y a vraiment une envie, j'ai envie de dire de toutes parts, d'avancer sur ces sujets, d'accélérer les choses et notamment les évaluations. Alors, Jérôme Bourreau, rapidement. Alors moi, juste pour donner un retour terrain, donc on est dans des essais cliniques, on envisage de le mettre en place dans le Pécan, et en fait, alors qu'on est en train d'envisager de le mettre dans le Pécan, on a déjà été approché par un hôpital aux États-Unis qui nous a dit, bah voilà, si vous mettez tant d'argent sur la table tout de suite maintenant, vous nous donnez des résultats d'ici combien de temps? Et en fait, quand on a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous propose ça, bon, en fait, on va lâcher Pécan et on va regarder directement ce qui se passe à côté. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir des résultats à côté, d'avoir la preuve, et ensuite revenir en France et regarder. Il y a beaucoup de startups qui font ça, parce que c'est beaucoup plus rapide. Il y a quelqu'un, en fait, je comprends tout à fait le positionnement de l'État. Le positionnement de l'État, c'est que c'est l'argent public. Il faut démontrer que l'argent public est bien utilisé. Mais en fait, aux États-Unis, c'est de l'argent privé qui dit, moi, je teste, je m'autorise l'erreur, et à la fin, je décide. Mais en fait, si, au passage, on réussit à avoir cet argent privé qui nous permet de mettre en place des choses qui sont démontrées, et qu'après, on revient sur le sol français en disant, bah ça y est, c'est démontré, bah c'est bon, on a juste gagné du temps. Allez, on va prendre tout de suite des questions. Au plein de mains qui se lèvent. Alors, on va prendre un micro. Bah, donnez-moi votre micro. Voilà. Et on va vous amener. Merci éventuellement de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Juliana, je suis kinésithérapeute. Et j'aimerais savoir, je vais lire parce que c'est plus facile, en sachant, vous parlez souvent des épreuves cliniques et tout ça. Donc on sait déjà que la réadaptation respiratoire, elle a déjà prouvé, fait ses épreuves, et même Cochrane, elle ne publie plus parce que c'est déjà en acte, il fait. Donc je voulais savoir, donc elle permet que 50% de diminution d'hospitalisation et exacerbation, donc par conséquent, on a des réductions des des économies pour le public. Donc, je me demande quels sont qui pourraient être les leviers mobilisés pour intégrer la politique nationale et santé numérique en complément de la télésurveillance. Comment la réadaptation respiratoire, elle pouvait être intégrée à tout ce système, en sachant qu'aujourd'hui, il y a 8% de patients qui ont accès à ça. 8%. Alors, qui souhaite répondre? Alors, juste une question. Vous parlez de réadaptation respiratoire ou de Attendez. On vous demandait une précision, madame. Laissez-lui le micro. Allez-y. Vous parlez de réadaptation respiratoire ou de téléréadaptation? Téléréhabilitation, non, je demande de comment intégrer, parce que la réadaptation, on sait. Vous parlez des chiffres et des données qui sont fixes. Et là, on sait qu'elle est efficace. J'ai dit comment vous envisagez d'intégrer ces données qu'on a déjà, qui sont très concrètes, à le numérique. Même si la télésurveillance, je sais que par l'article 51, il y a déjà des choses qui sont en implant. Alors, je sais pas si, du coup, je sais pas si je comprends bien votre question. Mais est-ce que votre question, c'est de savoir s'il y a de nouveaux modes d'exercice de la réadaptation, par exemple, en faisant une partie à domicile, qui pourrait être à terme intégré dans le système de santé? Oui, j'aimerais quel est le plan d'autorité de santé, de voir comment voir la réadaptation dans le futur. Comment vous envisagez d'être
En fait, Alors, je Florie ne sais Fillon. pas, Corinne, peut-être que tu pourras compléter, mais je pense que dans la littérature, on a des preuves de pratiques où, alors par exemple, moi je vais prendre un champ que je connais mieux, c'est l'activité physique. On sait aujourd'hui que l'activité physique a un impact bénéfique sur la santé dans toute une série de pathologies chroniques et bien sûr pour la population générale. Ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui, c'est si les outils numériques qui vont être proposés vont permettre d'atteindre finalement ces résultats. Donc on ne va pas demander de redémontrer que l'activité physique c'est bénéfique pour la santé, mais on va demander de démontrer est-ce que cette solution qui a été déployée, finalement, est-ce qu'elle est efficace pour atteindre l'objectif que l'on souhaite revoir par rapport à la littérature. Donc c'est peut-être la même chose pour la réadaptation, c'est-à-dire la réadaptation a montré son efficacité, mais est-ce que les outils numériques qui essaient d'intégrer tout ce process de réadaptation sont efficaces et permettent d'atteindre l'objectif? Docteur de Douarin. Ouais, après, on fait un peu aussi, entre guillemets, au fur et à mesure, en fonction de ce qui nous remonte du terrain. Il y a la télé-réadaptation qu'on a commencé pendant la crise Covid, parce qu'il y avait des problèmes d'accès à autoriser et à prendre en charge pour les établissements. Il y a ce qu'on peut voir dans les articles 51. Alors, on appelle ça aussi télé-réadaptation, mais là, c'est de la réadaptation via outils digitaux à la maison. La question du numérique aussi, c'est de régler une des problèmes du physique en réadaptation, c'est les problèmes d'accès et de capacité des professionnels à prendre en charge tous les patients. Donc en fait, les deux viennent se nourrir et au fur et à mesure, il y a des nouvelles organisations et des nouvelles innovations qui arrivent. Et au fur et à mesure, nous, on essaye avec les dispositifs d'accompagnement, article 51 et autres, de pouvoir les analyser au fil de l'eau et les intégrer au fil de l'eau. Vous dire qu'aujourd'hui, je me penche et je suis en train de tout seul d'imaginer la réadaptation dans 20 ans, c'est difficile. Et en plus, c'est très lié aux compétences des professionnels de santé. Est-ce que les députés et le gouvernement va décider en termes d'accès direct, etc. C'est-à-dire que tout est très lié. Et donc, c'est difficile, en tout cas aujourd'hui, pour moi, de faire l'exercice de vous dire dans 10 ans, c'est ça qu'on veut. Parce que ça dépend de nos collègues qui bossent sur les compétences, sur les différents professionnels, sur les protocoles de délégation de tâches, etc. Tout est très imbriqué quand même. Alors, on prend une autre question. Allez-y, madame. Un premier exemple de... Pardon, Corinne. On a déjà un premier exemple de télésurveillance avec un programme de réadaptation à domicile après une hospitalisation. Alors, ce n'est pas en pneumologie, c'est plutôt dans la lombalgie. Mais du coup, c'est un premier modèle. Et effectivement, il y en aura certainement d'autres qui arriveront. Madame. Oui, Armelle Gracier, SNITEM. On a tous bien en tête, je pense, l'échéance de 2026 pour le renouvellement des lignes génériques de télésurveillance médicale. Pour autant, il me semble que quand la HAS a publié ses avis sur chaque pathologie, vous aviez dit que devaient être définis les critères d'évaluation. Sauf erreur de ma part, on n'a jamais travaillé sur ces critères. Et donc, je me demande comment les industriels vont pouvoir vous fournir les données. Et la deuxième question que j'ai, comment doit faire un industriel qui a lancé une étude il y a 3 ans en vue d'aller au remboursement ou d'être réévalué et qui, dans ces 3 ans, il y a un acteur qui est arrivé sur le marché, qui a été remboursé, et vous allez lui dire vous ne vous êtes pas comparé à celui qui est déjà remboursé alors qu'il a lancé son étude avant. Comment doit-il faire ? Alors, Armelle, il y a plusieurs sujets. Le sujet que vous évoquiez au tout début de votre point, c'est le sujet des indicateurs d'utilisation envirelle. Là, le sujet est toujours en cours de travail sur la table et on aura des échanges très prochainement là-dessus. Sur la demande de données complémentaires en vue de la réévaluation, la CNIMS a vraiment posé le cadre en disant qu'elle aura besoin de données spécifiques dans le cadre de la ligne générique de l'insuffisance respiratoire. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres technologies inscrites, donc il n'y a pas d'autres comparateurs, le comparateur étant le suivi conventionnel, toujours, pour cette ligne générique. Donc pour confirmer l'intérêt et pour pouvoir recaractériser l'intérêt, si besoin, à l'issue de la première période de prise en charge. Alors, c'est vrai que c'est un premier exercice, c'est-à-dire qu'on était sur les 5 pathologies qui étaient prises en charge en post-étape, dans une situation où on avait une dynamique à construire. Là, on est allé, en 2026, on en sera à l'étape 2, sur une photo de quelles sont les données complémentaires qui pourront être apportées par les acteurs. Et encore une fois, les textes prévoient que ça puisse être les industriels et également les CNP qui se mobilisent pour fournir des données. Et la CNEDIMS n'a pas été prescriptive sur la méthodologie à mettre en place. Elle a juste formulé le fait qu'elle n'avait pas de données pour la première évaluation et qu'il lui en faudrait pour réévaluer à l'horizon suivant. Allez, on va prendre une autre question.
Bonjour, Philippe Tighem, Santé Respiratoire France. En fait, lorsque je suis ici, je vois à la fois l'émotionnel et le rationnel qui sont face à face. Le rationnel étant aussi des deux côtés, l'émotionnel des deux côtés, on est bien d'accord. J'entends votre besoin de data, c'est évident, et j'entends aussi madame qui très clairement évoque des éléments d'un enfant, moins d'exacerbation, une charge mentale pour les parents qui est carrément totalement modifiée. Et je reste dubitatif sur comment on peut faire une étude à court terme qui va permettre à Jo d'être disponible pour beaucoup plus d'enfants. Alors, est-ce qu'une solution, je ne sais pas si c'est déjà en place, est-ce que par exemple les CPAM peuvent évaluer, quand ils savent qu'une famille a ce genre de dispositif, le besoin d'hospitalisation, les médicaments, parce que j'imagine que cet enfant qui est beaucoup plus observant prend certainement moins de corticoïdes, va moins à l'hôpital, la maman va peut-être pas voir un psychiatre parce qu'elle est en souffrance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres moyens que uniquement les études ? Voilà, juste une précision, on me dit qu'il y a une étude clinique qui est en cours pour Joey. Ouais. Allez-y, je vous en prie, répondez. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que les études ? Je ne pense pas. Par contre, il y a des moyens d'accompagnement pour aider les entreprises à survivre ou à vivre tout court pendant la période des études, et donc aux patients de bénéficier. Il y a tout le plan France 2030 sur lequel il y a quand même énormément d'argent qui a été mis là, depuis ces dernières années. Il y a les accès anticipés divers et variés. Il y a tous les investissements de BPI par ailleurs. Enfin, par contre, là, probablement, là où il faut progrès, c'est faire connaître ces dispositifs, parce qu'en fait, il y a un nombre de dispositifs et d'appels à manifestation d'intérêt pour financer ces recherches. Il y a tout ce qui est PREPS, PRME, donc le financement on va dire, d'études un peu plus précoces chez nous, à la DGOS. Donc, il y a quand même un truc du financement. Il y en a, mais il faut qu'on le fasse connaître pour que les entreprises et les startups puissent savoir qu'elles ont cet accompagnement, qu'elles peuvent, quand elles lancent une étude, aller voir la HAS pour donner un rendez-vous précoce, je me trompe toujours de nom, Corinne, pour aller demander des conseils. En fait, et c'est peut-être tout cet accompagnement, le guichet à l'AIS, c'est peut-être tout ça qu'il faut qu'on fasse connaître. Je reviens juste sur un petit truc tout à l'heure sur les États-Unis. Le fait qu'il faut partir aux États-Unis. Alors sur l'IA, on est un peu différent parce que j'ai eu des startups là, qui me disent qu'elles viennent en France et qu'elles avaient le choix entre la France et les États-Unis, qu'elles viennent en France, que l'écosystème en termes d'usage en IA est beaucoup plus intéressant en France qu'autre chose. Et je voulais rebondir, ça va être un peu challengeant, je suis désolé madame, parce que je vais vous prendre pour exemple. Aux États-Unis, madame aurait dû vendre sa maison pour se prendre en charge ses 3 patients asthmatiques, ses 3 enfants asthmatiques. Voilà, non mais donc c'est aussi ça, c'est quel modèle on veut à côté. On prend une dernière question. Je ne sais plus où elle était. Voilà, c'était vous ? Oui, j'avais à moitié levé la main. Bonjour, Dorothée Camus du SNITEM. Je reviens, Corinne, évidemment, tu t'en doutes, sur le sujet de l'évaluation. Je suis complètement alignée avec le fait qu'il faut des données et qu'on ne peut pas engager de l'argent public sans preuve. On a tous cette conviction, autant en tant que citoyen qu'en tant qu'entreprise. Et je n'ai aucun doute sur le fait que les startups, les entreprises partagent aussi cette position-là. On a tous une responsabilité. Après, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un monde. Et je pense que c'est important d'avoir en tête que la faisabilité de la démonstration de la preuve n'est pas toujours au rendez-vous, quelle que soit la bonne volonté qu'on y met. J'en veux pour preuve notamment les expérimentations étapes dont on attendait des résultats d'études qui ont été confiés non pas aux entreprises, mais aux institutions. Et même elles n'ont pas réussi, alors Yann Maël, tu me contrediras peut-être, mais à démontrer justement, alors même que toutes les données étaient disponibles, bien plus que ne le sont les données pour les entreprises. Là, on parle d'entreprises qui sont des startups, petite taille, donc pas armées non plus, hein, et tu l'as très bien dit, Corinne, et je te rejoins sur l'habitude et la technique de la démonstration de preuve. C'est compliqué de collecter des données globales sur une aire thérapeutique par plein de petites entreprises et alors encore plus de professionnels de santé, parce que je te rejoins, la démonstration doit aussi venir des professionnels de santé. Voilà, c'était plus un raisonnement qu'une question, à moins que vous souhaitiez répondre. Si, j'ai quand même une question et j'ai bien compris que j'allais trop... Oui, parce que le temps presse maintenant. Ok. Dans les critères d'évaluation, je pense que le critère d'adoption de la technologie doit être pris en compte, parce qu'une technologie qui est adoptée à la fois par les patients et par les professionnels, eh bien, quelque part, c'est une preuve en soi qu'elle est utile. Voilà, je me tais.
Non, je te rejoins complètement. Et effectivement, juste dans le constat, et encore une fois, on est sur une poignée de dossiers pour l'instant, puisque en télésurveillance, en 2024, la Commission a rendu cet avis. Donc on voit qu'on n'est pas sur une armée de dossiers, mais sur cette petite expérience, et y compris sur le début d'expérience 2023, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des choix qui auraient pu être optimisés dans le schéma des études. Et c'est ça vraiment qu'il nous faut travailler collectivement, c'est comment faire en sorte que cette preuve utile arrive au plus vite et qu'il n'y ait pas des erreurs dans les plans de développement qui auraient pu être évitées. Donc il y a des situations pour lesquelles la démonstration est compliquée, et ça je pense que c'est dans l'interaction qu'on va arriver à trouver les sujets. J'ai évoqué la difficulté d'objectiver l'impact organisationnel, ça collectivement il faut qu'on y travaille. Je pense qu'on a des enjeux aussi d'explication, et Yann Mel a dit on reçoit volontiers les industriels quand ils veulent discuter d'une étude qu'ils souhaitent mettre en place dans le cadre des rencontres précoces, et puis également expliquer comment la Commission raisonne à partir des critères de remboursement. C'est que la Commission ne fait pas ce qu'elle veut, il y a des critères et elle doit raisonner, elle a des impératifs notamment très forts sur le choix des comparateurs qui s'imposent à elle. Donc comment, à partir de ces textes réglementaires et des critères qui sont formulés, comment elle raisonne, et ça va aussi permettre aux entreprises de construire leur stratégie et leur développement plus adapté, je pense. Et ça, on s'active pour faire cette première version des principes d'évaluation qui seront, à mon avis, très aidants pour les entreprises d'ici l'été. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les 6. Merci de vous être prêtés au jeu. Je vais vous demander de regagner la salle. Et je vous rappelle qu'on aura l'occasion de poser d'autres questions après les 2 autres tables rondes.